Bonjour. Bienvenue sur la nouvelle chaîne podcast de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. La thématique de nos conférences pour cette année 2023 s'intitule Les conditions de la paix mondiale, défis planétaires et confrontations armées. Pour ce premier épisode, issu de la leçon inaugurale, nous avons l'honneur de recevoir M. François Hollande, ancien président de la République française. Bien, monsieur le recteur, madame la présidente de l'Université Paris 1, je suis très heureux de revenir dans ces lieux que j'ai fréquentés il y a plusieurs décennies, sans avoir le privilège d'accéder à cet amphithéâtre. Donc il fallait que je sois président de la République, ou que je l'ai été, pour pouvoir enfin prétendre à cet accès. Je voudrais remercier aussi Louis Gauthier, qui me rappelle que j'ai été membre de la Cour des comptes et qui, au-delà de ses fonctions éminentes dans cette grande institution, fait vivre l'université par cette chaire et donne à comprendre de la guerre et de la paix. Mesdames et messieurs, vous me demandez de parler de la paix et je vais vous parler de la guerre. Car l'année 2023 s'ouvre avec la perspective d'un conflit long sur le continent européen et avec comme principal protagoniste une puissance nucléaire dirigée par Vladimir Poutine, qui est capable de conjuguer le chaud et le froid, ou plus exactement le brûlant et le glacial, pour évoquer les risques d'une escalade dont on pourrait craindre le pire. Cet événement majeur qui est aujourd'hui dans tous les esprits n'est pas survenu brutalement par l'exacerbation d'une tension entre deux pays, l'Ukraine et la Russie. Il s'inscrit, cet événement, dans un processus qui a commencé il y a près de 10 ans et qui trouve une partie de son aboutissement aujourd'hui. Ce processus, il correspond à une volonté d'un changement de l'ordre du monde et d'une tentation par plusieurs régimes, la Chine et la Russie, mais pas seulement, de faire prévaloir la force sur le droit. Cette stratégie, elle a été établie il y a 10 ans par Vladimir Poutine, qui est revenu au Kremlin au printemps 2012, et par Xi Jinping, qui a accédé au secrétariat général du Parti communiste chinois à la fin de l'année 2012. Et elle a été fondée, cette stratégie, sur la conviction partagée par les deux dirigeants que les États-Unis, et plus largement d'ailleurs les pays occidentaux, vivaient l'apogée de leur rayonnement et qu'ils étaient rentrés dans un déclin irréversible, justifiant donc une révision de la hiérarchie qui prévalait jusque-là à l'échelle internationale. La Chine estime en effet qu'elle sera, c'est ce qu'elle déclare, la première économie du monde à l'horizon 2050. Plus exactement, pour que vous vous prépariez, car je ne suis pas sûr d'être là encore à ce moment-là, en 2049, pour le centenaire de la révolution chinoise. Elle pense à ce moment-là disposer d'une avance technologique déterminante dans des domaines aussi majeurs que le numérique, le cyber et même le spatial. La Russie et la Chine se sont également lancés depuis une dizaine d'années dans des programmes militaires qui, certes, quand on regarde les stocks, restent bien en dessous de l'arsenal américain, mais qui, en qualité et en quantité, sont dans une logique de rattrapage. Ils se sont également convaincus du caractère inéluctable du retrait américain de la scène internationale, dont le refus par Barack Obama d'intervenir en Syrie à l'été 2013 a été la première étape, poursuivi ensuite par
la mollesse de la réaction occidentale au moment de la première guerre d'Ukraine, c'est-à-dire de l'annexion de la Crimée et de l'occupation d'une partie du Donbass, et qui s'est pour un temps conclu piteusement par la débâcle en Afghanistan. La Chine et la Russie ont également interprété tout au long de ces dernières années les tourmentes financières qui ont accablé l'Occident, États-Unis, Europe et au-delà, le terrorisme islamiste qui a frappé essentiellement au-delà des pays concernés la zone européenne, et les crises migratoires qui continuent de créer une tension à l'intérieur des sociétés comme autant de signes avant-coureurs de la perte d'influence des régimes démocratiques et même de leur crise intérieure. Ils en ont profité, ces deux puissances, ces deux grands pays, pour occuper justement de nouveaux terrains en Afrique, au Moyen-Orient et également autour de leurs frontières. La Russie, et dans une moindre mesure la Chine, a également contesté ou aidé à contester le modèle démocratique à l'intérieur en cherchant autant qu'il est possible par des groupes alliés ou par des moyens que les services connaissent à déstabiliser les élections démocratiques, aussi bien aux États-Unis que des tentations même en Europe. Bref, la Chine et la Russie en ont conclu qu'après une longue période, celle que décrivait Louis Gauthier, c'est-à-dire celle qui avait suivi l'effondrement du mur de Berlin, l'ouverture des marchés, la mondialisation que certains voyaient comme la finalité de la planète, après donc une longue période de discrétion, de soumission, d'humiliation, ces deux grandes puissances en ont conclu que le temps était venu de passer à l'offensive. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui. Depuis 2012, Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont retrouvés 40 fois. Vous allez me dire, mais heureusement que des dirigeants se parlent. Même si je n'ai pas rencontré 40 fois Vladimir Poutine, je ne pense pas que le rencontrer était en soi un péché. Mais d'avoir autant de rendez-vous, autant de discussions communes, y compris dans des périodes très particulières, comme récemment les Jeux Olympiques en Chine, ou même dans l'après-Covid, des réunions qui se sont produites, alors même que les deux dirigeants ne sortaient plus depuis la crise sanitaire. Ils se sont rencontrés souvent, fréquemment, mais ils ont surtout conclu une amitié qu'ils ont décrite comme éternelle et infinie. Et ce pacte ne s'est jamais fissuré ni sur la Syrie, ni sur l'Iran, ni sur la Corée du Nord, pas davantage, on l'a vu ces derniers mois, sur l'Ukraine. Il a revêtu ce pacte toutes sortes de formes économiques, commerciales, énergétiques, militaires, et on en voit encore la traduction. La Russie est le deuxième fournisseur de pétrole de la Chine et principal pourvoyeur d'armement, et qu'il y a eu même des opérations, des exercices combinés sur le plan militaire, des manœuvres navales comme des patrouilles aériennes. Au-delà de cette convergence de vues, d'intérêts, peut-être même cette relation personnelle, en réalité, les deux dirigeants, Poutine et Xi Jinping, partagent les mêmes détestations. Celle de l'Occident, qu'ils veulent affaiblir et refouler, là où il a une prétention pour agir. Celle de la démocratie, qui mène selon eux à la décadence et à la désagrégation des nations. Et ils adoptent les mêmes méthodes. La crainte à l'intérieur, selon les circonstances douces ou cruelles, et la domination à l'extérieur. Avec néanmoins une différence de taille, et elle est majeure donc, au regard de la place respective de la Chine et de la Russie dans la mondialisation. C'est-à-dire que la Chine a
besoin pour sa croissance et donc pour sa stabilité intérieure du reste du monde, de commercer avec le reste du monde, d'accueillir des investissements qui viennent du reste du monde. Alors que la Russie, on le voit en ce moment, peut vivre dans une relative autarcie. Xi Jinping et Poutine estiment que le temps travaille pour eux et que leur pouvoir étant sans limite dans la durée, leur mandat respectif est autant que leur amitié éternelle, comme dans l'exercice même de leurs fonctions, dès lors qu'il n'y a pas de contre-pouvoir apparent, même s'il y a sans doute des forces qui doivent exister à l'intérieur de ces pays, sans qu'on les connaisse précisément, ils ont donc cette conscience qu'ils ont un avantage sur nous, les démocraties, c'est le temps. Chaque fois que j'ai eu l'occasion donc, de rencontrer Xi Jinping et Poutine, j'ai lu dans leur regard une interrogation qui n'était pas gênante, pas humiliante, mais sans doute révélatrice. Ils se demandaient pour combien de temps j'en avais. Alors que moi, je n'avais pas la même curiosité, car je savais que pour eux, le temps et les mandats et les rythmes démocratiques n'existaient pas. Et donc, ils estiment que même si il peut y avoir dans les circonstances, dans les conjonctures, des difficultés, qu'ils ont un horizon large et que donc ils peuvent être patients. Alors que nous, les démocrates, que l'on veuille être réunis ou pas, les démocrates, nous savons bien que notre destinée est forcément contrainte et qu'il y en aura d'autres après nous et qu'il y a donc une nécessité à pouvoir agir à court terme sans qu'on soit sûr de pouvoir inscrire dans la durée notre action. Cette asymétrie qui a toujours existé entre les dictatures et les démocraties, aujourd'hui, elle prend une dimension particulière. Pour préserver aussi une popularité, car les dictateurs ont aussi besoin de savoir ce que pense l'opinion, ils jouent donc une carte qui est celle d'un patriotisme exacerbé et feignent d'être agressés par les manœuvres de l'Occident pour mieux exprimer une prétention qui trouve sa légitimité dans le refus de l'impérialisme. Il n'y a pas d'idéologie affirmée, même si Xi Jinping se prétend toujours communiste et a à l'évidence corrigé un certain nombre de défauts qu'il pensait être ceux de ses prédécesseurs, que Poutine exacerbe les valeurs chrétiennes et a une mission civilisatrice. Il n'y a pas d'idéologie qui les rassemble. Il y a simplement le refus de ce qu'a été l'ordre antérieur du monde, qu'il regarde toujours comme un monde colonial et un monde impérialiste. C'est ça qui les unit. En tout cas, c'est le message qu'ils laissent penser être le leur auprès de leur population. Ce qui fait que, même si il est très difficile de mesurer exactement l'adhésion, par exemple en ce moment, de la population russe à ce qui est engagé en Ukraine, la manière de faire doit susciter de toute façon une certaine compréhension de la part d'une partie de la population russe qui croit sincèrement que leur pays est agressé, et agressé par nous et par l'OTAN. Ainsi, si la Chine et la Russie agissent avec leurs moyens propres et sur des zones géographiques certes de plus en plus larges mais qui ne se recoupent pas nécessairement, elles veillent à ne jamais être en compétition et à ne jamais manifester une divergence, même si on a vu que la Chine, par rapport à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avait voulu rester à distance sans pour autant couper ses moyens d'échange avec la Russie. Ces deux puissances ont donc défini ensemble les mêmes objectifs. Quels sont-ils ? Faire pièce aux États-Unis, qui reste l'adversaire principal. Je crois qu'il est difficile d'imaginer, j'ai pu moi le constater dans les fonctions que j'ai exercées, combien Poutine déteste les États-Unis.
déteste sans doute l'ambition des États-Unis d'imposer un modèle, même si c'est un schéma qui n'a plus forcément cours, déteste les États-Unis pour leur mode de vie, déteste les États-Unis par rapport à la suprématie liée à l'effondrement du mur de Berlin et à l'effondrement surtout de l'Union soviétique, mais ça reste son moteur. Le deuxième objectif, c'est d'impressionner l'Europe. Et de ce point de vue, la guerre en Ukraine sert aussi à ça. Troisième objectif, c'est de peser autant qu'il est possible au Moyen-Orient, et c'est de ce point de vue réussi, puisque la Russie, subsidiairement la Chine, mais la Russie surtout, a pris des positions fortes au Moyen-Orient, de maîtriser les matières premières, notamment en Afrique, et de contrôler les détroits et les mers. Voilà les options stratégiques qui ont été définies par les deux pays. Cette grande alliance, elle est construite sur un contrat de moins en moins implicite et qui n'est plus seulement, ce qui pouvait se comprendre, le rééquilibrage du monde, mais l'érection d'un nouvel ordre. Et le bouleversement de la planète commence ici, par le défi qui nous est lancé à nos valeurs de liberté, de démocratie, de droits fondamentaux. C'est un langage que je n'aurais pas utilisé il y a encore quelques années, de penser qu'on était retourné dans des logiques de blocs, même si elles étaient fondées, je l'ai dit, sur l'idéologie. Et que je ne croyais pas que la démocratie puisse être aussi visée. Nous avions même l'idée qu'elle s'imposerait progressivement au reste du monde. Et c'est d'ailleurs parce que nous avions cette volonté-là qu'il y a eu aussi cette réaction. Et c'est dans ce contexte que le conflit ukrainien prend toute sa dimension. Son enjeu dépasse de loin les batailles territoriales. Ce qui se joue, c'est un rapport de force à l'échelle de la planète et la constitution d'un précédent qui pourra justifier le recours à la force pour modifier les frontières, voire l'intégrité de plusieurs États. De la façon donc selon laquelle se conclura la guerre, arrivera donc la paix, dépendra le nouveau paysage international. Donc nous avons deux hypothèses. La première hypothèse, si Vladimir Poutine devait obtenir une victoire, fût-elle partielle, représentée par l'absorption des 4 régions dont il a déjà annoncé l'annexion, même s'il ne les a pas toutes conquises. Si donc, en plus de la Crimée déjà rattachée depuis 2014, il aboutissait à cette conclusion, cela signifierait que les États-Unis et l'Europe n'auraient pas réussi, malgré toute l'aide prodiguée à l'Ukraine, à repousser l'invasion. Et le risque serait d'exposer les pays baltes, la Moldavie, peut-être même la Pologne, à d'autres menaces, pas forcément d'invasion, mais en tout cas de pression sur leur propre stabilité. Cela serait également interprété par la Chine comme une nouvelle preuve de la faiblesse occidentale dans le soutien accordé à ses alliés et de la répugnance des démocraties à admettre l'hypothèse de la guerre. Car là aussi, la différence est majeure. Et pour la suite de vos travaux, je vous soumets cette réflexion. C'est que nous avons horreur de la guerre. Et nous avons, sans être pacifistes, un attachement irrépressible pour la paix. Il est rare de trouver dans l'opinion publique une personnalité qui appelle à la guerre, même chez les extrémistes. Voilà, la guerre sociale, c'est possible. À la guerre contre l'étranger, c'est également probable. Mais à la guerre, c'est-à-dire à la conquête, l'affaire terminée. En revanche, il y a des pays, ça ne se limite pas à la Russie et à la Chine, où l'hypothèse de la guerre est admise, où faire la guerre n'est pas un échec, mais une partie de la solution. Donc,
sous-jacent dans ce raisonnement le principe que les démocrates n'acceptant pas l'idée de la guerre, il est possible de les faire plier, je veux dire de leur faire entendre raison comme si la guerre avait raison. Donc dans cette hypothèse-là, c'est vrai que Taïwan serait à court ou brève échéance visé. Ce scénario de la victoire serait également compris par les nations qui rêvent d'un destin impérial, comme la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, comme une autorisation à aller plus loin dans la répression intérieure ou dans la conquête extérieure. Et par rapport à l'Iran notamment, il y aurait nécessairement des réactions qui viendraient d'Israël. Et donc la guerre pourrait trouver un autre prolongement. Et puis, il y a les pays émergents qui seraient confortés, toujours dans l'hypothèse de la victoire de la Russie, même si elle était partielle, qui seraient confortés dans leur position d'équidistance par rapport à l'attitude à adopter face à d'autres conflits et au refus de toute prise de position susceptible de froisser les puissances agressives. Et cette attitude, nous l'avons observée, elle a été celle de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud, notamment, et de beaucoup d'autres pays. En revanche, deuxième option, si Vladimir Poutine subissait une défaite en Ukraine, qu'il soit obligé de reculer derrière la ligne qui préexistait à l'invasion, et même s'il était obligé de céder l'ensemble des territoires qui sont occupés depuis 2014, alors, au-delà des conséquences intérieures que cette défaite pourrait provoquer en Russie, la victoire de l'Ukraine sonnerait comme un coup d'arrêt aux tentations de faire prévaloir la force sur le droit. La Chine remiserait pour longtemps sa volonté de reprendre par des moyens militaires Taïwan, sans renoncer pour autant, et nous pouvons comprendre le principe d'une seule Chine. L'alliance de la Chine avec la Russie, pour éternelle qu'elle soit, demeurerait, mais cette solidarité deviendrait un fardeau économique, aider une Russie affaiblie, et un boulet politique, le risque de l'isolement. Elle s'inquiéterait, la Chine, des sanctions qui pourraient lui être infligées, lesquelles pénaliseraient sa croissance déjà affectée par la crise du virus et par des restrictions aux échanges qui ruineraient son espérance précisément de devenir la première puissance économique du monde. Les pays qui ont maintenu donc une ambiguïté dans leur relation avec la Russie seraient conduits à davantage de compréhension à l'égard du multilatéralisme, donc du retour à une certaine intervention juridique de l'ONU, d'une compréhension des enjeux mutuels, etc. Enfin, l'Iran et la Corée du Nord seraient encore davantage sous pression, notamment sur la question du renoncement à l'arme nucléaire. Donc, ce qui se joue en Ukraine n'est pas simplement de savoir combien de kilomètres carrés la Russie va prendre au pays envahi, combien de kilomètres carrés l'Ukraine va réussir à arracher à son envahisseur, c'est le destin du monde pour quelques années qui se joue. Mais pour que le scénario le meilleur puisse se poursuivre et puisse prévaloir, ça suppose de réunir plusieurs conditions. La première condition, c'est le retour du réengagement américain. Autant l'hyperpuissance des États-Unis avait pu, au temps des années Bush, père et fils, susciter le rejet, l'hostilité et même la confusion, autant le retrait américain de la scène mondiale, amorcé sous Obama, amplifié sous Trump, s'est révélé désastreux.
tant il a créé un vide qui a été rapidement comblé, comme tout vide, par les puissances rivales, et a ouvert un champ d'expansion à la Russie. Il était à craindre que Biden aille dans la même direction, notamment au moment de la débandade humiliante en Afghanistan. Mais convenons qu'il a fait face dans le conflit ukrainien et qu'il a adopté une attitude ferme, courageuse, qui explique beaucoup la déconvenue de l'armée russe et la résistance exceptionnelle des forces ukrainiennes. Les États-Unis ont consacré des sommes considérables et continuent de le faire pour aider les Ukrainiens. Mais est-ce que la majorité républicaine à la Chambre des représentants va lui permettre d'aller dans la même direction, de poursuivre cet effort? Et est-ce que dans 2 ans, le président qui sera élu, peut-être lui, peut-être un autre, sera dans les mêmes dispositions ou au contraire privilégiera-t-il une politique conjuguant protectionnisme commercial, ce qui est quand même déjà le cas, et isolationnisme politique? C'est sans doute le calcul, là aussi, de Poutine, puisqu'il est dans le temps long. Pour lui, 2 ans, c'est court. C'est demain. Donc, il attendra, ce qui explique que le conflit ukrainien est loin d'être terminé. Il attendra de savoir quel sera le résultat des élections américaines et il peut geler le conflit pour longtemps. La seconde condition pour un scénario, disons, de retour à la paix, c'est le soutien des opinions publiques occidentales face aux conséquences du conflit ukrainien. L'inflation était de retour avant l'invasion de l'Ukraine. Il y avait des raisons qui expliquaient les prix plus élevés que par le passé, l'abondance monétaire par les banques centrales, le déséquilibre entre l'offre et la demande après la crise sanitaire, les quoi qu'il en coûte à l'échelle européenne qui avaient d'une certaine façon stimulé le pouvoir d'achat, bref. Mais il se trouve que la guerre en Ukraine a encore amplifié la hausse des prix et que l'opinion rapporte les difficultés d'aujourd'hui, non pas tant à la fin de la crise sanitaire, mais à l'ouverture du conflit. Dès lors, les craintes de pénurie, les pertes de pouvoir d'achat, la précarité énergétique contredisent forcément le schéma idéal d'une opinion publique en soutien global à la question ukrainienne. Il y a même, on peut le penser, des groupes politiques, voire même des États en Europe, qui vont à un moment ou à un autre appeler à une négociation ou à des accommodements sur le régime des sanctions. Il y a forcément, de la part d'une Europe qui a plutôt bien tenu et qui a répondu d'une manière cohérente à la crise ukrainienne, il y a dans une Europe à 27 forcément des tensions qui s'exacerberont là-dessus. Et donc, il y a une hypothèse où des demandes de négociation pourront, à un moment ou à un autre, être émises. Il y a un pays qui se prépare à jouer ce rôle, c'est la Turquie, qui a même défini une méthode qui consisterait à prendre région par région ukrainienne et regarder ce qui pourrait être concédé ou par les uns ou par les autres. La Turquie ayant en plus cette double relation, une relation dans l'OTAN, puisqu'elle en est membre, et une relation de meilleur ennemi de la Russie. C'est-à-dire que Turquie et Russie sont en compétition sur toutes les zones qui les concernent, tout en s'arrangeant mutuellement, aussi bien pour la Syrie qu'en ce moment pour le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc la Turquie est là pour favoriser à un moment ou à un autre l'appel à la négociation. C'est le second espoir de Vladimir Poutine. Pensez donc que les opinions à un moment vont fléchir, que les Européens seraient davantage attachés à leur mode de vie qu'à leurs valeurs.
à leur confort qu'à la démocratie et à leur économie plutôt qu'à la sécurité. C'est d'ailleurs la question qui, maintenant, est posée à l'Union européenne. Quel est le destin de l'Union européenne? Est-ce que c'est d'être une puissance économique et commerciale impressionnante, dont les résultats lui assureraient une cohésion intérieure et un respect de l'extérieur, à défaut d'une influence politique? Peut être un grand pays ou un petit, la Suisse en étant un exemple, qui a une économie forte et qui n'a pas de prétention politique. L'Allemagne a, pour des raisons que chacun connaît, a adopté ce rôle pendant longtemps, en voyant peut-être aujourd'hui les limites. Ça, c'est une première option. La seconde option, c'est est-ce que l'Europe veut être un continent où notre mode de vie devient une exception dans le monde, dont il faudrait à tout prix le protéger, en élevant le plus haut possible les frontières pour limiter l'immigration, en assurant une souveraineté industrielle et énergétique, et en cherchant à ne pas être impacté par les crises. Un destin où, en définitive, nous voudrions être protégés des nuisances, des pollutions, de l'immigration, des crises et des guerres. C'est un schéma que les États-Unis peuvent avoir pour eux-mêmes, compte tenu de leur géographie, compte tenu de leur puissance, compte tenu de leur système intérieur. L'Europe aurait beaucoup de mal à assumer ce destin, même si des groupes politiques, des partis politiques sont sur ce schéma. C'est-à-dire sur le schéma où il ne s'agit plus de défaire l'Europe. Le populisme aujourd'hui ne veut plus défaire l'Europe. Aucun pays ne veut sortir de l'Union européenne. Ça, c'est quand même la victoire du Brexit. C'est une grande victoire pour l'Europe, le Brexit. Plus personne ne veut en sortir. Nous, on voudrait bien que certains pays disent « Non, on voudrait sortir. Mais allez-y, je vous en prie, la Hongrie ou d'autres, ça nous ferait très plaisir que vous quittiez. » Mais personne ne veut quitter. Parce que les fonds européens, c'est quand même très agréable à recevoir. Et donc les partis extrémistes, y compris ceux qui arrivent au pouvoir, en Italie ou d'une autre façon en Suède, n'ont aucune demande de renégociation même du pacte de stabilité, ou pour ce qu'il en reste, ou des règles du marché unique, voire quand ces pays sont membres de la zone euro, de l'idée même de la monnaie unique. En revanche, leur modèle, c'est que l'Europe se referme et ne se préoccupe plus de ce qui se passe à l'extérieur pour mieux protéger ce qui se produit à l'intérieur. Ça, c'est la deuxième option. Et elle sera poursuivie politiquement par un certain nombre de partis. Ça suppose néanmoins qu'il y ait une garantie de sécurité qui ne peut être fournie que par les États-Unis. À ce moment-là, pour payer sa protection, c'était à un moment le calcul de Donald Trump, il faut que les pays européens qui veulent ainsi être protégés de tout s'assurent auprès des dirigeants américains en payant le prix de la sécurité. L'autre voie qui, à mes yeux, est bien sûr préférable, c'est d'être une union politique capable d'assurer la force de ses valeurs et donc d'assumer un effort de défense et de sécurité pour mieux porter un message de stabilité et d'équilibre dans le monde. Ce choix a été longtemps repoussé dans les débats européens. Il ne peut plus aujourd'hui être différé. Nous connaissons les hésitations, les contradictions de nos partenaires. L'Europe du Nord et de l'Est, maintenant, font une confiance qui va jusqu'à l'aveuglement dans l'OTAN. La France, elle, appelle à une autonomie stratégique dans le cadre de l'Alliance, mais avec l'idée de bâtir une industrie européenne de défense et demain de monter des forces communes. Et l'Allemagne voudrait tout concilier, c'est-à-dire consentir certes un effort budgétaire plus important, aller vers des fabrications communes avec des pays européens, tout en achetant d'ores et déjà aux États-Unis les appareils qui lui manquent. Ne jamais rompre
avec les États-Unis, tout en faisant en sorte d'avancer autant qu'il est possible avec les Européens. Ma position, c'est qu'il est vain d'espérer que l'Europe des 27 puisse constituer une union dont la sécurité pourrait devenir un axe majeur. C'est donc pas avec l'Europe à 27, mais une Europe à quelques pays, dans le cadre d'une coopération très renforcée, que sera édifiée l'Europe de la défense. Voilà, mesdames et messieurs, ce que le conflit ukrainien aura, hélas, permis, c'est de clarifier les enjeux qui, jusqu'à présent, étaient, disons, ou compliqués ou nuancés au point de ne jamais être précisés, et d'avoir accéléré les prises de conscience et peut-être demain les prises de décision. Nous sommes rentrés donc dans un nouveau temps des relations internationales, dont je vais peut-être très rapidement décrire la configuration. D'abord, la mondialisation, entendue comme l'ouverture générale des marchés et avec une intensité des échanges. Je rappelle que en 1975, la part du commerce mondial dans le PIB mondial, c'était 30% et c'est monté jusqu'à 60%. Nous sommes, et la crise sanitaire l'explique beaucoup, en phase de régression. Et cette phase de régression de la part du commerce dans le PIB mondial va continuer. Il y aura une relocalisation des activités, ça a commencé. Il y aura des freins qui vont être posés dans les règles du commerce international, soit par les sanctions. On parle maintenant de friendshoring pour faire des chaînes de valeur qui puissent contourner la Chine et la Russie, par des dispositifs protectionnistes. Les États-Unis ont commencé. Je pense que les Européens devront suivre. Des taxes supplémentaires aux subventions, des taxes supplémentaires et des subventions aux industries nationales. Et puis les normes environnementales contribueront aussi, et heureusement, à réduire la place du commerce mondial dans la production. Donc nous sommes dans une phase, non pas de démondialisation, mais de recul des échanges, de la croissance des échanges à l'échelle du monde. Le deuxième élément de la configuration mondiale, c'est la multipolarisation qui va s'accentuer. D'un côté, le pacte sino-russe qui ne va pas se dénouer et qui soutiendra tous les régimes autoritaires, quels qu'ils soient, dès lors qu'ils s'opposent au camp occidental. Et c'est pour ça que la Russie et la Chine peuvent soutenir toutes les dictatures sans que ça leur pose le moindre problème de principe. L'Iran, la Birmanie, là où on exécute, là où on pend, il y aura toujours un pays qui soutiendra le gouvernement en place, c'est ou la Russie ou la Chine et la Russie. De l'autre, il y aura l'alliance des démocraties, si tant est que les États-Unis veuillent bien décider de la solidité de cette alliance au regard de leurs propres intérêts, qui ne sont pas forcément convergents avec les nôtres, et dès lors que l'Europe aura pris l'option que j'ai indiquée, et que d'autres pays comme le Japon, la Corée, l'Australie, le Canada, seront dans des systèmes d'alliance, on le voit aujourd'hui avec un rehaussement des efforts de défense. Et puis au milieu, il y aura les pays qui seront tentés de jouer leur propre partition, y compris en ouvrant des conflits périphériques, et on voit bien de nouvelles petites puissances qui jouent un rôle, l'Afrique, le Rwanda, en Asie, on peut le voir avec l'Indonésie, etc. Et puis, le terrorisme ne quittera pas nécessairement la scène, car chaque fois qu'il y a des conflits et qui ne sont pas réglés, et qu'il peut y avoir des phénomènes religieux qui s'y greffent, il y a forcément des manifestations terroristes. Enfin, dernier élément de la configuration, c'est que le multilatéralisme politique est le grand perdant de cette nouvelle donne. Le Conseil de sécurité, Louis Gauthier l'a dit, est durablement paralysé. Les missions de maintien de la paix de l'ONU font chaque jour la démonstration de leur totale inefficacité et de leur coût rédhibitoire, aussi bien au Mali qu'en RDC. Le secrétaire général des Nations Unies, courageusement, fait des déclarations qui ne sont entendues que par ceux qui partagent ces valeurs. Et donc, nous avons
sur le plan politique, un blocage des institutions internationales. Et pourtant, et c'est là le paradoxe, les crises sanitaires, le réchauffement climatique, des questions comme la maîtrise du numérique ou des communications à l'échelle de la planète obligent à des coopérations, voire même à des prises de décision communes, malgré les fracturations et les divisions. Parce qu'il y va du devenir même de l'humanité. Car ce qui, finalement, unit un Chinois d'un Africain et d'un Européen, c'est que s'il y a un réchauffement climatique qui empêche de respirer ou qui soumet des régions du monde à des catastrophes récurrentes, nous sommes liés par les mêmes conséquences et donc attentifs à en réduire les causes. Ce qui explique que sur des sujets majeurs, des accords internationaux sont encore possibles. Et qu'il y aura même, c'est finalement une lueur d'espoir que je veux vous apporter après ce long propos noir. Les opinions publiques ou les peuples n'ont pas dit leur dernier mot. Et ils peuvent peser, surgir à tout moment pour demander l'édification d'un ordre commun. Je ne sais pas si il est possible de prévoir des catastrophes climatiques, mais il est certain que les Chinois n'avaient pas prévu les catastrophes sanitaires. Je raconte toujours la même histoire, peut-être, pardon si vous l'avez déjà entendue. Un jour, dans un déplacement en Chine, dans une visite d'État, le président Xi Jinping, auquel nous entendions des rapports tout à fait courtois, me demande il y a combien d'habitants en France? Il le connaissait la réponse. Je force autant qu'il est possible la démographie française en laissant espérer que nous serions bientôt 80 millions. Il me dit, j'en ai 1,3 milliard. Je connaissais aussi ce chiffre. Je n'ai pas eu la discourtoisie de lui dire que l'Inde l'avait dépassé. Ce n'était pas le moment et ce n'était pas encore vrai. Je dis oui, c'est beaucoup, 1,3 milliard. Il m'a dit, vous savez, pour tenir 1,3 milliard d'individus, il faut être vigilant sur tout et faire attention à toutes les failles qui peuvent exister à un moment ou à un autre. Je peux comprendre. Et en gérer, donc pas 80 millions, mais 70 millions, et c'est pas fini, je peux savoir qu'il y a des difficultés. Ce qu'il voulait dire ainsi, c'est que à tout moment, ça peut surgir. Et ça a surgi au moment de la crise sanitaire. C'est qu'on peut confiner pendant 1 an, 2 ans, une population. Il y a un moment, même avec une autorité brutale, avec des règles de répression, il y a l'irrépressible qui peut se produire. Et ce qui est vrai pour une crise sanitaire est vrai pour la question climatique, est vrai aussi pour l'accès à un certain nombre d'informations et de communications, est vrai aussi pour les déplacements, pour la mobilité. Donc il y a une opinion publique qui existe malgré tout, mondiale. Et c'est elle qui vient bousculer finalement toutes les prétentions que je viens de décrire. Voilà le seul élément de lumière, mais il est très important, que je vois dans la pièce obscure qui est devenue le monde et qui, depuis une décennie, a connu une succession de crises aussi intenses et diverses les unes que les autres, sans que nous soyons sûrs de ne pas en voir advenir d'autres, plus bouleversantes encore, et ce qui doit nous conduire à un réengagement démocratique. Et voilà, la leçon de tout cet affrontement qui s'opère à l'échelle de la planète, de cette prétention de la force, de cette mise en cause de la démocratie, c'est que je pense que les démocraties sont supérieures à tous les autres régimes, à condition que les citoyens défendent la démocratie. Merci.